Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe Donnet, le cofondateur d'Horizom, qui cultive et valorise le bambou en France. 3 avantages: production de biomasse, augmentation du revenu des agriculteurs et séquestration du carbone. Le zoom de notre émission portera sur les actions du WWF, et notamment son fonds pour lutter contre la déforestation et préserver la biodiversité. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas consacrée aux startups, la bonne idée du jour, elle est signée Reus et son réseau de revendeuses de vêtements de seconde main. Voilà, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Christophe Donnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Horizom, créé en 2022 avec Dimitri Guyot et Stéphane Alzey. Alors, votre métier, c'est le bambou, d'une certaine façon. Pourquoi vous avez décidé d'en cultiver en France ? Bien, le bambou existe partout dans le monde, Ouais. mais en fait, il pousse très bien sous nos latitudes. Et donc, Horizom a été créé en 2022 et a vocation de développer cette filière en France avec un triple objectif: séquestrer du carbone, produire de la biomasse, qui est une matière première intéressante pour l'industrie, et également proposer une diversification résiliente et rentable pour les agriculteurs. Oui, ça permet aussi une augmentation de leur revenu. On va reprendre ces 3 thématiques. D'abord, pour savoir, vous nous dites que ça pousse bien. Alors, vous produisez où et dans quelle dimension, quoi, en quelque sorte ? Alors, on produit aujourd'hui essentiellement sur le gros quart sud-ouest de la France, donc de la Vendée. On a des gros projets dans l'Indre où on est en train de développer un projet sur 350 hectares. Et on a aussi des projets qui descendent, on va dire, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, avec des projets dans les Landes, dans le Gers, en Dordogne. C'est adapté à toutes les régions. Ça pourrait pousser dans toutes les régions françaises, ou alors dans le Nord, il fait un peu trop froid. Enfin, je sais pas. Je pose vraiment des questions basiques. Hein. Ça pourrait pousser dans différentes régions. Ouais. Il faut éviter quand même les climats trop froids. Il faut éviter les climats trop secs. Et il y a un enjeu aussi de créer des gisements au niveau territorial pour optimiser les filières et éviter une logistique, on va dire, Bien trop sûr. complexe avec un transport. Si on fait faire 3000 km au bambou après leur produit, c'est pas très cohérent en termes environnementaux. En tout cas, quels sont alors, on va parler des 3, mais vous êtes venu avec... Voilà, j'imagine, des éléments qui sont produits à base de bambou. C'est quoi et à quoi ça sert ? Absolument. Alors, en fait, le bambou, c'est comme du bois. Ouais. Dans sa composition chimique, ça ressemble beaucoup au bois. Quand on vient récolter, Alors, relevez-le un peu, sinon on le voit pas. on vient récolter des plaquettes de bambou qui ressemblent aux plaquettes forestières qui viennent de nos forêts. D'accord. Donc ensuite, ça, on va pouvoir le défibrer pour en fait en faire différents matériaux, et on va aller sur les mêmes marchés que le bois industrie. Concrètement, on va pouvoir en faire des biomatériaux. On peut par exemple faire des biomatériaux qu'on va utiliser dans la construction. Donc on a des panneaux de fibres, des panneaux de particules. On peut faire des panneaux d'isolants. Ok. On peut en faire également du papier. On a, bien entendu, on peut en faire de la bioénergie. On peut en faire des granulés qu'on va ensuite utiliser sous forme de combustible. Et ensuite, on a aussi tout l'univers, ce qu'on appelle de la chimie du végétal, où on va venir récupérer les composants de la biomasse pour en faire des résines, des polymères, des bioplastiques ou encore des biocarburants. C'est pour ça qu'on parle de mine verte souvent à propos du bambou ? On parle de mine verte parce qu'effectivement, c'est une ressource qui est très intéressante, qui a un fort taux de renouvellement et qui va pouvoir venir complémenter la ressource en bois disponible. C'est complémentaire, c'est pas forcément destiné à remplacer, parce que on manque pas de bois en France, à ma connaissance. Si on manque de bois. En tout cas, on va manquer de bois. Ouais. En tout cas, quand on regarde aujourd'hui les équilibres entre l'offre et la demande, on voit un déséquilibre croissant avec une demande de plus en plus importante. Mais pourquoi ? Parce qu'on va demander de plus en plus de biomasse, notamment. C'est pour ça que vous dites à l'avenir, on va manquer de bois ? C'est ça. En fait, si on prend juste un petit peu de recul et qu'on regarde comment est-ce qu'on va décarboner notre économie jusqu'à l'objectif, c'est 2050. On a 2 leviers. Il faut qu'on double les puits de carbone et en même temps, il faut qu'on réduise par 5 les émissions. Donc, les puits de carbone, c'est nos forêts. Et les émissions, en fait, c'est diviser par 5 les émissions. On va le faire avec plus de sobriété et également
en changeant notre façon de se nourrir, notre façon de vivre, notre façon de produire. Et donc ça va se faire via le développement de ce qu'on appelle la bioéconomie. Et aujourd'hui, le bambou a tous les atouts pour être au cœur de cette révolution de bioéconomie. Pardon de t'interrompre. Est-ce que c'est plus respectueux de l'environnement de cultiver du bambou que le bois, par exemple? Est-ce que si on essaye de comparer, si on produit la biomasse venue du bambou ou les autres? Alors, c'est pas complètement comparable en termes de culture, parce que la forêt, c'est une exploitation forestière sur les terres forestières, là où nous, on vient remplacer, ou en tout cas diversifier des surfaces agricoles. Donc, quand on s'intéresse concrètement à la culture, on a une culture qui est intéressante, parce que c'est une culture pérenne qui ne demande pas de travail du sol. C'est une culture qui demande peu d'intrants, c'est une culture qui ne demande pas de pesticides. Donc de ce point de vue-là, et c'est une culture qui a un taux de croissance très rapide et donc qui va venir séquestrer du carbone naturellement, rapidement. Mais est-ce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau, la culture de bambou? Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais ça a besoin d'eau parce que c'est une culture à vocation productive et donc pour avoir de la production, on a besoin d'eau. Et nous, on travaille aussi beaucoup sur les impacts environnementaux de la culture. Et on a des impacts qui sont très positifs. On a des impacts sur le sol parce qu'on a un taux de renouvellement racinaire, une chute des feuilles, ça crée de la biomasse. Donc en fait, c'est très bon, ça crée de la matière organique pour les sols. Et ça vient rétablir la fonctionnalité des sols. On a des impacts positifs sur le cycle de l'eau parce qu'on vient structurer le sol, limiter l'érosion. Et ça permet également, au même titre que la forêt, de recréer de l'évapotranspiration. Donc ça vient régénérer les sols. Et on a des impacts positifs en termes de biodiversité. On nous pose souvent la question. En fait, quand on prend soin du sol, en fait, on vient aussi développer toute la vie microbienne dans le sol. Mais une bambousaie, c'est aussi un habitat adapté pour des oiseaux, des insectes. C'est une culture persistante, donc ça crée des corridors écologiques sur les territoires entre des zones de biodiversité. Et donc, globalement, c'est une culture qui va pouvoir créer et générer des services qu'on appelle des services écologiques ou écosystémiques. Vous l'avez évoqué, la France doit multiplier par 2 ses puits de carbone pour tenir les objectifs de neutralité de 2050. Donc là, on va parler de séquestration de carbone. Une exploitation de bambou, à quel point ça participe à la séquestration du carbone? En fait, la séquestration carbone, elle est complètement fonction de la quantité de biomasse, donc aérienne et souterraine, sur un projet. Donc, c'est le même mécanisme que la forêt. C'est de la photosynthèse avec du CO2 qui est séquestré dans la plante. Donc c'est une séquestration qui est absolument nécessaire. Et ce qui est intéressant quand on réfléchit à la forêt, c'est qu'aujourd'hui, nos forêts, en fait, elles sont victimes du dérèglement climatique. On a des sécheresses, on a du stress hydrique, on a des incendies, on a des maladies. Et donc aujourd'hui, on demande à la forêt d'avoir ce rôle de puits de carbone. Et en même temps, on la sollicite pour sa ressource. Et ça, c'est des objectifs qui sont contradictoires. Donc, avoir une ressource avec un taux de renouvellement qui est beaucoup plus rapide que celui de la forêt, parce que nous, on récolte le bambou annuellement, une fois qu'il est à maturité, par rapport à une forêt où on vient récolter tous les 30, 40, 50 ans, c'est très intéressant. On va réussir à apporter une ressource complémentaire et on va réussir à baisser la pression qui existe sur la forêt. Mais ça veut dire que pour les agriculteurs qui intègrent cette culture, c'est des crédits carbone qui vont pouvoir monétiser d'une certaine façon? Alors aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de développer cette culture-là. Alors, donc pour développer cette culture-là, il faut que la culture soit rentable pour les agriculteurs. Et donc, effectivement, nous, on utilise tous les mécanismes à notre disposition pour que cette culture elle soit le plus rentable. On certifie nos projets pour effectivement générer des crédits carbone, mais derrière, et des certificats carbone, mais derrière, il y a d'autres possibilités. Il existe des paiements pour services écosystémiques, par exemple, pour valoriser le fait que cette culture, elle apporte beaucoup de co-bénéfices et de services écosystémiques. Et donc ça a une valeur en soi, en fait. Production de biomasse, vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a toujours cette question quand on parle de biomasse, à quoi on utilise nos terres agricoles? À produire pour que nous, on soit nourris, et aussi éventuellement un peu les animaux, ou alors pour produire de la biomasse pour faire de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc là, ça va venir dans une rotation, ça va remplacer des cultures alimentaires? Alors, ça ne va pas venir dans une rotation parce que c'est une culture pérenne. Donc, quand on plante du bambou, on en plante pour 30, 40, 50 ans. En revanche, on assiste aujourd'hui à une mutation du monde agricole avec une modification des assolements.
Et aujourd'hui, le modèle agricole, pour devenir plus résilient, il a besoin d'évoluer et on a besoin d'aller vers plus d'assolement. Donc, l'exploitation résiliente et rentable de demain, elle permet de produire de la nourriture pour notre souveraineté alimentaire, mais elle permet aussi de produire des matières premières qui sont essentielles pour décarboner tous les autres secteurs. On ne peut pas faire les deux en même temps sur la même terre. Non, on ne peut pas faire les deux en même temps, mais aujourd'hui, il y a une modification qui est nécessaire. Et quand on regarde aujourd'hui les surfaces agricoles en France, on a 2/3 des surfaces agricoles qui sont utilisées, ou 64% exactement, pour l'alimentation animale. Et on sait qu'on va devoir baisser la part de l'alimentation là, je vous donne le point, on est d'accord. Donc en fait, ça va libérer aussi des millions d'hectares. Et ces millions d'hectares, il va falloir faire un choix de dire qu'est-ce qu'on en fait. Et notre choix, c'est de se dire il y a une partie de ces hectares qui va aller vers des cultures non alimentaires, pas seulement le bambou. Le bambou, c'est une ressource qui est très intéressante, mais il y en a d'autres. On a le lin, on a le chanvre. Toutes ces ressources, c'est des ressources qui vont être des bioressources pour cette nouvelle bioéconomie qui va peu à peu remplacer des produits d'origine fossile. Dernière question sur les perspectives. Là, vous nous dites que vous êtes mono-bambou en quelque sorte, ou alors vous commencez à réfléchir à d'autres cultures justement. Pour l'instant, on est focalisé sur le bambou, parce que nous, on travaille sur toute la filière. Donc on a notre pépinière où on développe nos propres plants dans les Landes. Ensuite, on développe en partenariat avec des agriculteurs et sur nos propres projets des plantations pour cultiver le bambou et produire de la biomasse. Et ensuite, vient tout l'aval de la chaîne de valeur avec toute la transformation à optimiser. Donc on a déjà largement suffisamment de travail. Merci beaucoup Christophe Donnet et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. On va parler du WWF et de ses actions. Ça rejoint un peu ce dont vous nous parliez de lutte contre la déforestation. Le Zoom de ce Smart Impact avec le WWF. Bonjour Aurélie Pontal. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes la directrice du pôle investissement et mécénat entreprise du WWF. Tiens, en quelques mots, c'est une ONG, mondiale. Mondiale, avec des bureaux en France. Depuis combien de temps Alors, depuis plus de 60 ans au niveau mondial et depuis plus de 50 ans quand même en France. Donc en France, on existe depuis longtemps aussi. Une ONG qui est basée sur la science et qui a cette spécificité de travailler sur le terrain, avec des projets terrain, et également avec le monde de l'entreprise. Oui, effectivement. Alors là, on va parler plus précisément d'un fonds qui s'appelle Nature Impact. On parle de quoi? On parle de financement, de projets, de défense de la biodiversité? On parle de financement de projets à l'échelle, de projets de préservation des forêts. D'accord. Le fonds Nature Impact, en fait, l'idée du fonds et notre idée, ça a été de mettre en place un mécanisme de financement pour la préservation, versus ce qui existe beaucoup aujourd'hui sur les plantations d'arbres, la restauration. On s'intéresse moins à la préservation, c'est là où il y a des besoins de financement, et notamment en France, les gens ne le savent pas, sur la forêt, pour les forestiers, pour qu'ils puissent mettre en place des pratiques. Qui dit préservation dit parfois un manque à gagner parce que le forestier va sanctuariser une partie de sa parcelle forestière et donc va avoir un manque à gagner par rapport à la productivité de la forêt ou un coût direct de préservation pour acheter des équipements. Et donc il y a ce vrai besoin de financement et en parallèle, les entreprises, nous ça fait aussi plus de 20 ans qu'on travaille avec le secteur privé, avec certaines entreprises qui deviennent partenaires du WWF et il y avait ce besoin de démarches robuste, scientifiquement, crédible aussi, par rapport aussi à toutes les dérives qu'on a connues sur les mécanismes de crédit carbone, justement, qui financent la plantation. Et donc, ils recherchaient ce type de démarche, plus dans une logique d'ailleurs de contribution que de compensation dans leur politique RSE. L'entreprise, en fait, elle va développer une démarche de RSE, de responsabilité. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la société? Comment elle peut contribuer sur son territoire, au-delà de son impact direct? Et c'est vraiment ça qu'on a cherché à mettre en place dans le fond. Alors, on reparlera de cet aspect SBTI basé sur la science, parce que je trouve que c'est une dimension vraiment intéressante. Mais ce fonds dédié, comment il fonctionne? D'où vient l'argent, en quelque sorte? Alors, comme le fonds, il est porté directement par la fondation WWF, il est alimenté par des financements d'entreprises sous forme de mécénat défiscalisable. Ça, c'est une des particularités. On mutualise les financements.
Autre particularité par rapport à ce que font les associations de manière assez classique, une entreprise finance un projet donné. Donc on mutualise pour avoir des volumes conséquents. Et nous, au WWF, on se charge avec une gouvernance partagée. D'ailleurs, on a un comité technique, un comité de parties prenantes. On n'est pas seul pour choisir les projets forestiers à travers un appel à projets. Donc on en a déjà eu un premier en 2023. On a 5 projets. On en a lancé un deuxième, donc on est dans le tour de table de levée de fonds. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les fonds sont liés à un certain nombre de projets que vous avez déjà en tête, c'est ça? Alors, on en a déjà 5 qui ont été sélectionnés dans le premier appel à projet. On est en pré-identification d'autres et qui vont être sélectionnés ensuite via l'appel à projet. Et donc, les financements des entreprises, ils passent par ce fonds et on les réalloue sur ces actions de préservation dans la durée. Ouais. Ça, c'est très important aussi, c'est cette spécificité. On contractualise avec les forestiers, parce qu'on n'achète pas les forêts, mais ils sont engagés sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 99 ans. Donc là, on est vraiment sur le temps de conservation qui est nécessaire en forêt. Et c'est, ce qui donne de la visibilité aussi financière aux forestiers. Ce qui donne de la visibilité aux forestiers. Ils savent ce qu'ils vont avoir comme fonds grâce au WWF pendant des décennies. Exactement. Et une garantie aussi aux entreprises. Parce que souvent, le travers des projets qu'on a observés, c'est qu'on finance un projet pendant 5 ans, 10 ans, puis après, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc ça a été vraiment aussi un objectif pour nous. Et l'autre spécificité pour le Fonds Nature Impact qui a intéressé les entreprises, c'est qu'on a un peu inversé cette logique de prisme carbone en premier. Je finance et je recherche comme impact, moi, pour mon entreprise, à séquestrer des tonnes de carbone. Oui, c'est notamment, il y a eu pas mal de dérives sur les plantations de forêts qui étaient faites parfois, pas toujours, heureusement, mais un peu n'importe comment, pas forcément les bonnes espèces, etc., etc. Et le crédit carbone, c'est uniquement un outil, finalement, qui peut être plus ou moins bien utilisé. Donc nous, on a développé cette logique avec un prisme d'abord biodiversité. Donc c'est parce qu'on préserve la biodiversité, et c'est notre légitimité, bien sûr, au WWF, qu'on va séquestrer du carbone dans la durée. Mais le carbone devient uniquement un co-bénéfice. Et pour ça, on a travaillé sur une logique, alors on n'a rien inventé, qui sont les paiements pour services écosystémiques. Donc on regarde, en fait, non pas la valeur d'un arbre, d'une espèce, mais la valeur de la pratique qui est mise en place par le forestier. On lui donne une valeur économique et c'est comme ça qu'on valorise, du coup, les financements des entreprises. On leur délivre, finalement, des indicateurs d'impact, climat et biodiversité. On mesure vraiment les deux, on ne sépare pas les deux. À quel point les forêts françaises sont malades et ont besoin finalement d'un programme comme le vôtre? C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de penser en France que la forêt va bien, comparé à d'autres bassins forestiers sur lesquels on travaille par ailleurs. En fait, la forêt française, elle n'a pas un problème de quantité, on a un couvert forestier important, mais elle a un problème de qualité et de qualité écologique. La forêt, elle nous rend de multiples services écosystémiques gratuitement. Un service écosystémique, c'est le cycle de l'air, le cycle de l'eau, le cycle des sols, bien sûr la séquestration carbone, qui a intéressé en premier d'ailleurs les entreprises, et qui nous permet de lutter contre le changement climatique. Et en fait, elle a un problème de qualité parce qu'on a homogénéisé souvent les plantations. Donc on a rendu les forêts pauvres finalement en biodiversité. Donc le maintien de ces services écosystémiques est mis à mal par le changement climatique, les sécheresses, par bien sûr les parasites aussi, qui sont... donc il y a toute une multitude de facteurs qui font que la forêt française, en termes de qualité écologique, aujourd'hui, il y a une problématique. Ouais. Et donc ça veut dire, si on prend certains des programmes que vous avez déjà lancés, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous allez réintroduire de nouvelles espèces? Alors non, pas du tout. Nous, on est vraiment sur préserver l'existant. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être typiquement, concrètement, dans une parcelle forestière, on identifie des arbres habitats. Donc des arbres qui ont une valeur de biodiversité écosystémique très importante et qui sont du coup préservés, sanctuarisés. Le forestier peut par ailleurs, dans certains projets, exploiter la forêt. Pour ça, on travaille d'ailleurs avec le FSC, le Forest Stewardship Council, et qui a mis en place d'ailleurs toute une procédure de certification, puisque là c'est une certification sur les services écosystémiques. Et puis, on peut faire quand même un petit peu de restauration, mais c'est vraiment minime.
Et on va avoir tout un suivi, et ça aussi un suivi dans le temps, de l'impact sur la qualité écologique de la forêt. Oui, mais alors je repose la question, parce que vous nous disiez il y a un peu trop de... On a un peu uniformisé nos forêts. Est-ce que dans le cadre de ces programmes, il n'y a pas une possibilité ou une opportunité de réintroduire de la diversité? Bien sûr, et de mélanger les essences d'arbres avec différentes couches, d'ailleurs, différentes strates, différentes essences qui sont aussi plus résilientes. Ça, c'est un vrai sujet aussi pour nos forêts françaises, parce qu'on a des forêts anciennes dans les Pyrénées, par exemple, mais on a des forêts qui sont peut-être plus jeunes. Et du coup, il faut vraiment s'intéresser aussi à la capacité dans le temps de résilience de la forêt. On parlait de ces programmes basés sur la science, SBTI. Quel rôle joue le WWF quand vous accompagnez une entreprise? Alors, vous ne certifiez pas, c'est ça, hein? Non, on n'est pas un organisme certificateur, on travaille avec. Mais vous conseillez? Quel est votre Nous, rôle? on challenge, avant tout, on accompagne, on guide l'entreprise sur le comment, parce que le pourquoi, la sensibilisation, la prise de conscience, elle est là. On a des entreprises qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, la Banque Postale, par exemple, qui est un des premiers soutiens du Fonds Nature Impact, le groupe Bell, des PME aussi, Tikamoon, Aigle. Et nous, ce qui nous intéresse dans une entreprise, quand on regarde son engagement, et une entreprise, elle vient nous voir parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un regard critique sur sa démarche, sur ses engagements, quel est son niveau d'ambition. Est-ce que pour une ONG comme le WWF, on est bien positionné? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et donc, on regarde, comme vous le dites, à la fois la partie réduction de son impact sur des trajectoires de décarbonation avec des méthodologies, des outils qui sont basés sur la science. Vous citiez SBTI pour le climat. On a aussi développé toute l'approche sur la biodiversité, sur l'empreinte biodiversité avec le réseau SBTN, Science Based Target Network. Et donc, on regarde la partie réduction d'impact et la partie contribution positive à la société, à l'environnement, financement finalement à l'échelle. On a besoin des entreprises, surtout dans le contexte actuel. Coupe de subventions publiques, on a besoin des financements. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous d'éviter de mettre le logo WWF à côté d'une entreprise qui fait semblant? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je suis arrivée au WWF il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il y avait encore cette logique d'association en termes d'image qui ne nous pose pas de problème. Mais en fait, elles sont vite découragées. Et d'ailleurs, souvent, les gens ne nous connaissent pas du tout pour notre travail avec les entreprises. On communique très peu finalement. C'est très exigeant d'obtenir aussi quand même un partenariat avec WWF. Il y a toute une démarche d'évaluation de choix. Les gens sont souvent surpris. On n'a pas énormément de partenariats avec des entreprises. Hein. Il y a tout un travail de sélection pour s'assurer que c'est gagnant-gagnant, qu'il y a une valeur des deux côtés. On ne travaille pas forcément avec les plus exemplaires. Ça ne nous intéresse pas non plus parce que ce qu'on cherche, c'est avoir un impact. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté, des engagements de base, et après c'est plutôt comment l'entreprise elle peut faire pour travailler sur améliorer et progresser dans sa démarche, et c'est là que c'est intéressant. Nous on la guide, on la challenge, mais sur la communication on essaie de valoriser ce qui se fait de bien, parce qu'il y a quand même, et surtout en France, on a la chance d'avoir des entreprises assez engagées qui ont mis en place des solutions, qui innovent, qui financent des alternatives, et c'est aussi notre rôle, nous au WWF, de mettre en lumière ces innovations. Merci beaucoup Aurélie Pontal, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Céleste Coès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Russ, créée en 2021 avec Victoire Zviak-Jacquet et Tara Dabinovic. C'était quoi votre idée de départ? Pourquoi vous avez créé Russ? Alors au départ, Russ, c'est un besoin personnel. J'ai été une surconsommatrice de vêtements. J'ai acheté beaucoup trop de vêtements à une époque. Je me suis soignée depuis, ça va beaucoup mieux. Mais tout passé par là, je pense, plus ou moins. Et donc j'avais des placards qui débordaient. Je ne savais jamais quoi faire de ces vêtements, les donner. Certes, je les ai donnés un petit peu au relais, mais je savais que c'était pas forcément un moyen de parfait, parce que ça partait en Afrique, etc. Et puis j'avais aussi des pièces qui étaient assez qualitatives. La petite jupe Kenzo violette que j'avais mise qu'une fois, que j'avais pas non plus envie, soit qu'elle parte en Afrique, soit qu'elle parte en isolant phonique et thermique. Donc au bout d'un moment, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces vêtements? Revendre sur Vinted à l'époque, vestiaire collective, etc. Ça existait, mais bon,
pas forcément le temps, pas forcément l'envie, la flemme clairement. Et donc je rencontre une copine qui me dit qu'elle vend sur Vinted depuis quelques temps, qu'elle adore ça. Et elle me dit très bien, moi je prends tes vêtements et je les revends pour toi. Donc l'idée de créer quoi, un réseau de revendeuses en quelque sorte, c'est ça, Russ ? Exactement. Au début, du coup, c'était ma copine Jade qui revendait pour moi. Puis quand j'en parle à mes copines, à ma famille, elles me disent toutes, mais attends, mais Jade, elle veut pas prendre mes affaires aussi parce que moi aussi j'en ai trop et je veux vider mes placards. Et voilà. Et donc l'idée a commencé comme ça avec Jade. Et puis Jade est devenue, aujourd'hui, on a plus de 1000 revendeuses en France qui, du coup, viennent chez vous à domicile, récupèrent les pièces et les vendent pour vous. Comment vous les choisissez ? J'imagine qu'il y a des critères de recrutement parce que c'est pas si évident de confier ses vêtements à quelqu'un. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on prend à peu près 15% des candidatures qui nous sont proposées, uniquement, principalement sur leurs critères de vente sur Vinted. Donc en gros, on va analyser leur Vinted, voir le nombre de notes qu'elles ont, etc., d'évaluation, et en fonction de ça, on les accepte ou on ne les accepte pas. Ouais. C'est quoi le modèle économique de Russ ? On a un format de dépôt-vente. Alors, pour le coup, vous nous confiez les vêtements, tout ce qui est vendu, il y a un pourcentage qui est reversé à chaque partie, et ce qui n'est pas vendu, soit vous le récupérez, soit on le donne à des associations. Votre réseau, vous avez réussi à mailler déjà le territoire français, vous êtes en train de le mailler le plus possible ? Il est alors dans la Creuse, par exemple, il nous manque quelques Russ, mais sinon, on a des revendeuses Russ partout en France, oui. Ouais. Je voudrais qu'on parle de l'impact carbone de l'industrie textile, 4 milliards de tonnes de CO2 par an, soit 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Quel regard vous portez sur ce secteur d'activité dans lequel vous participez aujourd'hui ? Il y a des grandes marques qui font des efforts, il y a des startups qui réinventent le modèle, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une surproduction qui continue. Comment vous l'analysez, ça ? Il y a beaucoup trop de vêtements, ça c'est sûr. Il y a assez de vêtements sur la planète aujourd'hui pour habiller cette génération. Donc des vêtements, on en a beaucoup trop. Les manières dont c'est traité aujourd'hui, elles sont assez différentes. Moi, je suis un peu alarmée par voir les jeunes qui vont toujours vers du Shein, des marques très très chinoises et qui sont pas forcément qui ont un impact très très négatif sur la planète. De l'autre côté, on voit aussi pour le coup des entreprises qui font beaucoup d'efforts. Donc il y a un peu de tout. Je trouve qu'on va dans le bon sens. J'aimerais que beaucoup plus de gens aillent dans le bon sens. Pour le coup, les jeunes, ça m'alarme un petit peu. Après, le reste... C'est quoi les clientes de Russ ? Le levier du prix, c'est le premier argument. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte ? On prend tous les vêtements qui valent plus de 20 €. Donc ça veut dire que, en effet, c'est du milieu de gamme. On commence au milieu de gamme, on prend un petit peu ce qu'on appelle la fast fashion, du Zara ou autre, mais des belles pièces. Et après, ce sera plutôt du milieu de gamme. Donc on a, oui, en effet, des clients et des clientes qui vont avoir des pièces assez plutôt milieu de gamme, haut de gamme. Oui. Mais qui viennent vers vous pour faire des économies ? Parce qu'elles vont trouver des pièces en bon état, moins chères qu'ailleurs ? Alors, ça, c'est l'acheteur final. Oui, nous, notre cliente principale, c'est celle qui va nous confier les vêtements. Ouais. Après, l'acheteur final, il est sur Vinted, sur Vestiaire Collective, etc. Finalement, nous, on n'a pas vraiment d'impact avec lui. Ouais, je vous pose cette question parce qu'il faut aller très vite dans la réponse. On est aussi dans une critique qui consiste à dire on alimente, on se donne bonne conscience, on va continuer d'acheter des vêtements parce qu'on sait qu'on va pouvoir les revendre après. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette circularité, il y a un problème de circularité, il y a un avantage avec la circularité, et en effet, il y a ce biais qui peut être vu comme très négatif. Pour le coup, aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui vont aller acheter. Et s'ils achètent, tant mieux, ils achètent plutôt des belles pièces qui vont y rester plus longtemps. On préfère que les gens aillent acheter des belles pièces plus longues et qui durent plus longtemps, et quitte à les revendre après, et qu'ils aient une troisième, une quatrième vie, que du Shein ou du Boo qui va avoir qu'une seule vie parce que la qualité du vêtement fera que ce sera le cas. Merci beaucoup Céleste Coës et bon vent à Russ. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à demain.